bah, Homo sapiens disparaîtra. Donc, ça, c'est le livre que nous sortons au mois de septembre. Et dedans, je suppose que tu es en train d'annoncer une catastrophe planétaire imminente, c'est-à-dire la disparition carrément de l'espèce humaine, quoi. Si j'ai bien compris le titre du livre. Ben non, tu l'as pas bien compris. Voilà, voilà. C'est justement pour ça que je te pose la question. J'annonce une disparition qui prélude à une nouvelle naissance et qui n'est pas une catastrophe. Ah, voilà. Donc une mutation en fait. Exactement. Ouais. Une mutation quantique. Non, on va pas tout mélanger. C'est que il faut savoir que pour la première, depuis quelques milliers d'années, Homo sapiens est le seul représentant du genre Homo sur Terre. Avant, il y a eu plein d'espèces d'Homo qui ont cohabité. Et d'ailleurs, il y en a encore les traces dans Homo sapiens, puisque dans Homo sapiens, il y a encore des traces des gènes de Néandertal et des traces de l'homme de Denisova, et puis peut-être d'autres qu'on n'a pas découvert encore. Ce qui veut dire qu'à un moment, il y a eu au moins sur Terre 3 espèces d'hommes Homo qui ont cohabité et qui ont donné quelques hybrides féconds. Oui. Pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de gènes de Néandertal et pas beaucoup de gènes de Denisova. Donc cette période est unique parce que il n'y a qu'une espèce d'homme actuellement, Homo sapiens, qu'on appelle Homo sapiens. Sapiens sapiens ou sapiens? Voilà, là, oui, peu importe. Je sais pas. Oui, peu importe. Voilà. Je sais plus. Et il y a un autre fait que nous montre la paléontologie, c'est que toutes les espèces ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire que tout ce qui a un début a une fin. Donc. En quelque sorte. Donc il n'y a aucune raison que Homo sapiens ne disparaisse pas un jour. Donc il est certain qu'Homo sapiens disparaîtra un jour. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est d'une part, qu'est-ce qui va conduire à la disparition? Et d'autre part, qu'est-ce qui pourrait conduire à la naissance d'une nouvelle espèce? Oui. Parce qu'on peut imaginer soit une disparition totale, bientôt par exemple il n'y aura peut-être plus aucun tigre. Voilà, il y a des espèces qui ont complètement disparu. Donc, est-ce que l'aventure Homo s'arrêtera là, avec la disparition d'Homo sapiens, ou est-ce qu'il y aura des modifications qui se produiront, qui feront apparaître une nouvelle espèce, qui fera que l'aventure humaine se poursuivra? Alors, les deux questions sont complètement différentes. Et à la première question, on pourrait penser que la disparition d'une espèce est un phénomène catastrophique. C'est-à-dire que l'esprit humain actuel adore le drame. Bon, il suffit de voir tous les... chaud. Il fait chaud, là. Voilà. Donc c'est le réchauffement climatique. Donc forcément, c'est le réchauffement climatique. Oui. Voilà, c'est normal qu'il fasse chaud. Non, on est au mois de juillet. Voilà. Donc, on aime bien... L'être humain actuel aime bien brasser des idées catastrophiques, c'est-à-dire toute petite crise est prise comme signe d'une catastrophe imminente à venir qui va éradiquer la population. Une guerre nucléaire. Voilà. Donc, selon moi, c'est pas comme ça que ça se passera, et c'est pas comme ça que la plupart des espèces ont disparu, même si on fait des grands tapages sur la météorite qui aurait éradiqué les dinosaures. Je pense que la plupart des espèces n'ont pas disparu pour des raisons catastrophiques. Et l'espèce humaine, selon moi, pourrait disparaître, mais ça sera ni à cause de guerre, ni à cause d'épidémies, ni à cause de changements climatiques. Pour moi, tout ça, ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas. On a eu des exemples, les populations amérindiennes anéanties par des épidémies, la grande peste du Moyen-Âge, bon, mais ça n'a pas éradiqué la population. Le Covid. Voilà. Au moins 10 000 morts. Au moins. Donc ça n'a pas éradiqué Homo sapiens. Non. Les guerres font très peu de morts, contrairement à ce qu'on croit. Je parle au niveau historique, par rapport à ramener à la population globale. Oui. Donc, par contre, ce qui fait qu'une population va disparaître, c'est une raison beaucoup plus simple, c'est que on fait plus d'enfants suffisamment pour renouveler la population. Et aujourd'hui, pratiquement tous les pays du monde
ne font pas assez d'enfants pour renouveler la population. Donc c'est la cause, à ton avis, de... Voilà, et Homo sapiens disparaîtra simplement pour ça. Sauf dans quelques pays d'Afrique où la fécondité dépasse 1,1, 2,1 enfants par femme, qui est le seuil de renouvellement des populations, mais c'est en train de baisser, là-bas aussi. Donc Homo sapiens ne renouvelle plus sa population. Et pour des tas de raisons. Il y a des raisons qui sont liées, j'allais dire mécaniques, baisse de fertilité. Peu importe les raisons, mais on observe une baisse de fertilité. Et la seconde raison, et on va dire psychosociale, c'est qu'il n'y a plus un désir d'enfant. Voilà. Aujourd'hui, si on interviewe des jeunes de 20 ans... Ils n'ont pas envie de se reproduire. Voilà. Ils ont envie de vivre. Voilà. De profiter de la vie. Et même dans les pays développés où il y avait des très forts taux de fécondité, comme l'Inde, par exemple, ben, les femmes maintenant qui sont en partie éduquées, elles n'ont pas les mêmes désirs d'enfants qu'avaient leurs parents. Donc voilà, on est face à un fait que la population humaine ne se renouvelle pas. Et c'est des tendances qui sont très très lourdes et à très long terme, parce que je vois pas ce qui pourrait changer ces tendances. Donc, pour moi, on n'atteindra jamais, pour moi, selon moi, 10 milliards d'habitants sur Terre. Ça plafonnera probablement vers les années 2050. Ça se stabilisera un peu, et puis ça commencera à diminuer, et puis ça diminuera, ça diminuera, ça diminuera, et puis ça diminuera de plus en plus vite avec un système de santé qui s'envoie en l'air. C'est-à-dire que pendant quelques années, la baisse de fécondité a été masquée par l'augmentation de l'espérance de vie, mais il est évident que l'espérance de vie ne va pas continuer à augmenter. Donc voilà. Donc CQFD, Homo sapiens disparaîtra. Et ça, après ça, attends, et ça sera pas dans 20 siècles. C'est-à-dire que la population déjà commencera à diminuer à la fin de ce siècle. Et après, bon, voilà, la grande question c'est et après. Voilà, le et après. Et le titre du livre aussi. Voilà, le et après renvoie à une autre question fondamentale, c'est qu'est-ce que l'évolution, enfin l'évolution des espèces. La seule réponse que proposent les scientifiques aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le néo-darwinisme. C'est-à-dire que se produisent des mutations au hasard du matériel génétique et des phénomènes, la confrontation, on va dire, avec la réalité, sélectionne les mutations qui sont les plus viables. Or, bon, ça explique quelques petits phénomènes d'adaptation. Ça explique pas ce qu'on peut considérer comme l'évolution. L'évolution étant par exemple l'apparition de l'œil à partir d'une cellule photosensible, ou l'apparition des ailes qui sont apparues plusieurs fois, ou l'apparition du cerveau. Donc les grands phénomènes évolutifs, l'apparition des grands règnes ne peuvent pas être expliqués par ça. Et comme je le montre dans mon livre Cosmogonie, pour pouvoir expliquer un grand nombre de phénomènes évolutifs, on est obligé de réintroduire l'intention. Donc, en quelque sorte, les formes des espèces vivantes ne sont pas dues au hasard. Beaucoup de formes vivantes sont la manifestation d'une intention de la part de l'être qui évolue à destination des êtres qui sont censés le percevoir. Ça se voit notamment très très bien dans les phénomènes de mimétisme. Donc si on réintroduit l'intention dans l'équation de l'évolution, à ce moment-là, on arrive à une vision où l'être humain lui-même pourrait intervenir dans l'évolution de l'espèce. Alors c'est là que se pose une nouvelle question, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on regarde les idées ambiantes, du genre transhumanisme et autres, on brasse beaucoup de conneries, disons-le franchement. Si c'est juste pour être Superman, augmenté, plus puissant, etc. GPT augmenté. Voilà, ça présente aucun intérêt. Donc c'est là où l'imagination doit jouer, mais une imagination qui se projette loin, c'est-à-dire qui à la fois comprend
ce qu'est la vie à un niveau très très profond, à la fois arrive à se convaincre que c'est possible à un niveau très profond aussi. Pour comprendre ce que je veux dire par se convaincre à un niveau profond, c'est l'exemple de l'effet placebo. Si tu as des douleurs et que je te donne un bout de sucre en te disant c'est un bout de sucre, ça va pas soigner tes douleurs. Tu vas dire c'est juste sucré. C'est sucré. Voilà. Si je te dis c'est un médicament très puissant qu'on a été testé, je te sors même un article scientifique écrit par professeur machin truc, oui. Tu vas dire ah oui, moi je vais le prendre, et à ce moment-là il y a de grandes chances que tes douleurs soient soignées. Donc ça veut dire que à un niveau profond de ton système de croyance, tu auras admis que ce que tu prends n'est pas un morceau de sucre, mais que ce que tu prends est un médicament qui va te soigner. Donc c'est un phénomène semblable qui peut conduire par exemple à des guérisons spontanées de maladies très graves, etc. Donc c'est quelque chose du même genre, c'est-à-dire que on peut projeter des intentions avec un niveau de conviction tel que, on va dire, il y a comme un degré de certitude intérieure qui fait qu'on sait que ça va marcher. Mmh. Donc, et si on n'atteint pas ce niveau de certitude, il se passera rien. Voilà. Si on se contente de penser oh ouais, je vais guérir. Hein, c'est quoi le lien avec l'humanité à venir en fait? Eh ben, c'est-à-dire que si on a envie de projeter des intentions d'une évolution de l'humanité, oui, il va falloir d'une part éclaircir ces intentions, oui, et d'autre part qu'elles soient intériorisées à un niveau de croyance tel, oui, qu'on puisse qu'elles atteignent ce niveau de conviction. D'accord. Voilà. Pour pouvoir entrer dans le réel. Pour pouvoir s'incorporer en quelque sorte. Et comment faire, étant donné que l'être humain actuel, il a besoin d'arguments, on pourrait dire, même si c'est des arguments complètement faux. Il y en a qui sont convaincus encore que la Terre est plate. C'est ridicule, mais ils ont leurs arguments à eux pour les convaincre que la Terre est plate. Et j'aimerais publier un livre là-dessus. Voilà. Ça me passionnerait parce que je trouve ça formidable. Donc à un niveau profond, ils ont cette conviction. Oui. Donc la question n'est pas que ce soit vrai ou pas vrai. La question est la projection de l'intention avec un niveau de conviction très profond. Mais là, on touche à des questions où on ne peut pas se contenter de dire je crois que la Terre est plate, je crois en Dieu, je crois pas en Dieu. On est à un niveau très profond qu'il va falloir faire rentrer dans le corps. On peut pas se contenter de dire oh ouais, j'ai envie de guérir de mon cancer généralisé, mais je sais pas, peut-être j'ai lu un livre sur le jus de carotte, il y a quelqu'un qui a guéri en prenant du jus de carotte, alors si je faisais pareil, peut-être bien. Non, là, il faut que ça atteigne un niveau de conviction vraiment très profond. Et c'est là où il est important de trouver des arguments qui puissent nous faire atteindre ce niveau de conviction. Et il y a des tas d'arguments qui peuvent nous convaincre que il peut y avoir des modifications de notre ADN par des actions intentionnelles. Enfin, pas des actions, des projections. Des projections d'intention. Bon, ça, j'en donne quelques-uns dans le livre, mais oui, le but, c'est pas de dire ça se passera comme ça. Le but, c'est juste de montrer qu'on peut atteindre ce niveau de conviction qui va nous permettre de dire ah ben oui, si collectivement on projette par exemple telle idée sur l'homme futur, on pourra effectivement transformer notre génome pour devenir une nouvelle espèce. D'accord. Alors maintenant, la question la plus difficile, après ça c'est déjà une question difficile, mais après la question que je considère la plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on pourrait projeter. Et là, j'ai un premier argument qui est de dire on se projette pas dans le futur pour résoudre des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde le monde, on nous montre que des problèmes.
On nous dit ceci qui va pas, l'homme il est mal fait, il faudrait changer ceci, gna 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 gna. Si on projette pour résoudre un problème, on va engendrer d'autres problèmes. Parce que tout problème est pensé dans un cadre de pensée. Donc toute solution qu'on imaginerait dans ce cadre de pensée ne sortirait pas de ce cadre de pensée. Et bon, je prends une analogie pour faire comprendre ce que je veux dire. Au XIXe siècle, il y avait des tas d'instruments de musique. Il y avait la flûte, par exemple, la clarinette, la trompette, qui avaient chacun des qualités et des défauts. La flûte était très volubile, mais elle avait des gros problèmes de dynamique, parce qu'on ne peut pas sortir le grave fort, on ne peut pas sortir l'aigu piano, on s'en sort pas. La clarinette aussi, elle est volubile, mais elle a d'autres problèmes, on ne peut pas jouer très fort, le grave il n'est pas fort non plus, la trompette ça joue fort, mais c'est difficile de faire certains intervalles. Il n'y a que trois pistons par rapport à des instruments qui ont plein de clés qui permettent de faire des sauts, des sauts d'octave et autres beaucoup plus faciles. Des sauts d'intervalle. Donc arrive Adolphe Sax, qui est un luthier extraordinaire, qui connaît tous les instruments avant de l'époque, et qui dit « je vais imaginer un instrument qui reprendrait les qualités de tous ». Une grande place dynamique, une grande volubilité, une facilité à jouer. Instrument universel. Disons qu'il y aurait, en tant qu'instrument avant, plein de qualités, essentiellement des qualités, une grande étendue, etc. Et il invente comme ça le saxophone. Mais en inventant le saxophone, il s'est pas dit, comment dire, il n'a pas pu imaginer toutes les musiques qui seraient faites avec son instrument. Il ne pouvait pas imaginer John Coltrane, Paul Desmond, Stan Getz, tous ces musiciens extraordinaires, Charlie Parker, qui ont inventé des musiques extraordinaires et qui ne pouvaient pas être pensées à l'époque où l'instrument a été inventé. Donc l'idée, c'est pas de résoudre tel ou tel problème ou de dire oh ben voilà, ça me permettra de faire ceci ou cela, parce qu'on n'est pas forcément capable de le penser, on est encore prisonnier de notre système de pensée. L'idée, c'est d'inventer un instrument qui permettrait de faire beaucoup plus et beaucoup mieux que l'instrument actuel. Or, l'instrument actuel, il permet déjà de faire beaucoup de choses. Donc, c'est pas évident de se dire comment aller encore plus loin. Voilà. Et là, c'est des pistes. J'ouvre quelques pistes à la réflexion. Mais après, c'est à chacun de s'emparer de ça et d'imaginer ses propres pistes de réflexion qui feraient penser que un nouvel instrument, et par instrument, là je parle d'un nouveau corps, engendré par des nouveaux gènes, etc., permettrait de développer d'autres dimensions dans l'expérience humaine. D'accord. Donc ça viendrait de l'intérieur global de l'ensemble de l'humanité, en fait, ce mouvement vers... Forcément pas de l'ensemble. Pas de l'ensemble. Ça peut pas être de l'ensemble, puisque on voit bien déjà que tout le monde ne partage pas les mêmes idées. Voilà. Certains ne comprendront jamais ce que j'écris là-dedans. Les transhumanistes sont dans une autre recherche. Les matérialistes sont dans une autre recherche. Je suis dans une autre recherche. Donc, il faut comprendre et adhérer, avoir une vision très très large, ce qui est pas facile. Je vais prendre un autre exemple. Déjà, la plupart des gens ne sont pas capables de conscientiser leur propre mort. Oui. Et là, absolument. Ce que je leur demande... On sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas. Voilà. Là, ce que je leur demande, c'est d'aller un cran plus loin, c'est de conscientiser la mort de l'espèce. Donc, il faut déjà faire un gros travail sur soi pour être capable de faire ce saut. Et une fois qu'on a conscientisé la mort de l'espèce, il faut être capable d'imaginer que ce n'est ni catastrophique, ni une fin, que c'est juste l'opportunité, que c'est le début d'une nouvelle naissance. Donc,
ça peut pas être toute l'humanité. Non. Donc il y a une partie de l'humanité aujourd'hui qui est capable de se projeter, de faire d'avoir de tels élans imaginatifs pour se projeter de cette manière. D'accord. Et ensuite, il se produira, j'allais dire, presque une sélection darwinienne parmi toutes les imaginations que tous ces êtres projetteront, et dans une sorte d'inconscient collectif, je parlerai plutôt moi de conscience collective, qu'on pourrait partager dans les rêves et dans le monde physique, on pourrait arriver à stabiliser certaines directions pour les intégrer dans le corps de la future espèce que j'appelle Homo conscience. Et qu'est-ce que tu penses de cette idée qui court dans les milieux, on dirait New Age, que l'humanité actuellement est en train de monter en vibration et que ça stagne pour certains, alors que pour d'autres ça s'élève, ça s'élève, ça s'élève. Quand je vois la... je risquerais d'être très méchant. Sois méchant, défoule-toi. Non, j'ai pas à me défouler. Je dirais, je veux dire une première chose, c'est que pour moi, ça renvoie à des thèses millénaristes. Oui. C'est-à-dire que les gens qui sont pas bien ont besoin de croire que quelque part, ils ont des qualités particulières qui vont être des élus, quoi. D'ailleurs, le mot, il traverse les millénaires, même pas les siècles, les millénaires. Donc, on a envie de faire partie des élus qui seront sauvés par quelque chose d'extérieur, parce que on se sent faible et misérable. On veut pas voir qu'on a un pouvoir colossal. Donc, ne le voyant pas, on ne peut que s'en remettre à des entités extérieures. Alors, à une époque, c'était Dieu, et comme me l'a rappelé une amie, Martine Castello, quand je lui ai parlé, parce que un jour, je discutais avec, je vais pas dire qui. Je ne vois pas de qui tu parles. Non, tu peux pas voir, tu les connais pas. C'était des gens très sympathiques avec qui j'avais sympathisé pendant le confinement, parce que quand j'ai rediscuté avec eux il y a quelques mois, ils me disent parce que il y a quelques mois encore tout allait mal. Hein. Le climat était catastrophique, la guerre en Ukraine, il y a rien qui allait. Et ils me sortent, oui, ça va bien, il y a la lumière qui descend sur Terre, et puis qui vont nous aider à nous débarrasser des reptiliens. Voilà. Les reptiliens, c'est des conneries que j'ai entendues déjà il y a 30 ans. Hein. Et c'est exactement le même discours qui ressortait. Et si on y pense, donc ce que me rappelait Martine Castello, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'au début le christianisme a pris, c'était l'Empire romain commençait à souffrir. Voilà, les gens étaient mal, ils avaient plus d'espoir, et arrive une religion qui leur promet une vie meilleure, mais dans cette vie-là. C'est-à-dire qu'on oublie qu'au début du christianisme, c'était pas le purgatoire n'existait pas, toutes ces idées n'existaient pas. Ça allait être immédiat. Vous allez mourir et renaître, mais ça va être maintenant, quoi. Comme Jésus est rené 3 jours après. Ils croyaient tout ça. Et puis après, ils ont été obligés. C'est la théorie de François Brune aussi. Voilà, ils ont été obligés de revoir leur doctrine parce que ça s'est pas passé. Et périodiquement. Ça s'est pas passé sur Terre. Ça se passait dans l'au-delà, mais pas sur Terre. Voilà, ou en tout cas, ça s'est pas passé comme ils disaient comme ils espéraient que ça allait se passer sur Terre. Donc, et périodiquement, ce genre d'état d'esprit est revenu. Il y a eu les thèses millénaristes. Nous, on a bien vu aussi la crise de l'an 2000. Et moi, les reptiliens, j'en ai entendu parler il y a longtemps. Et que la lumière descendait sur Terre, j'en ai entendu il y a longtemps. Le niveau de vibration de la Terre est en train de s'élever à un point incroyable. Et il y a un décalage entre les faits et les croyances qui sont assez ahurissantes. Mais là, on est à un niveau de croyance qui est pas
le niveau de croyance dont je parlais tout à l'heure. Non, non, je sais. Là, on est à, C'est une question subsidiaire. voilà, là, on oui. est à un niveau de croyance tellement superficiel Oui. qui fait que ça peut pas arriver. Oui. C'est-à-dire que ni la catastrophe totale n'arrivera, ni le sauvetage. Mm. Il y a rien qui arrivera parce que c'est des croyances superficielles qui changent au gré de ce qui se passe. Même les extraterrestres ne vont pas venir nous sauver en atterrissant et en disant voilà, Ben, on vient vous guérir de tout. je pourrais pas mettre ma main à couper, je voudrais pas qu'elle soit coupée parce que je pourrais plus jouer du saxophone, Oui. mais effectivement, rien n'interdit de penser que demain, peut-être des extraterrestres, que c'est eux qui ont raison et c'est moi qui ai tort. Oui. Mais je pense profondément que c'est eux qui ont tort et que c'est moi qui ai raison. Voilà. Maintenant, après, à chacun de décider ce qu'il a envie de croire. Je partage personnellement ton point de vue. Voilà. Donc, de toute façon, Homo sapiens disparaîtra, Oui. pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Après, c'est pas compliqué, il peut y avoir plein de scénarios à partir de là, hein. Il peut y avoir le scénario de, comment dire, du repli, comme on voit dans plein de dystopies, c'est-à-dire que il reste quelques êtres humains, quelques Homo sapiens, qui essaient de survivre tant bien que mal, avec leur gène d'Homo sapiens, c'est-à-dire que c'est la bagarre, on le voit dans plein de films, hein, où il s'est produit des catastrophes, c'est la bagarre, on essaie de survivre, quelquefois on essaie de coopérer, mais on ne sait pas trop comment on va y arriver. Bon, ça peut être une piste. Oui, parce que à t'entendre, la mutation que tu envisages, c'est une mutation globale, c'est même génétique. Ah bah à un moment c'est génétique, Ouais. à un moment c'est génétique, mais génétique ça veut pas dire que c'est tout d'un coup tous les enfants qui vont naître seront des mutants. Oui. Ah oui, ça aussi c'est une autre connerie. Les enfants indigo, par ouais, exemple. indigo, Oui. téflon, machin, Téflon. truc. Oui, téflon, c'est pas mal. Maintenant c'est les hypersensibles. Oui. Donc maintenant quand tu as un enfant hypersensible, c'est vachement bien, c'est le summum du summum, ça veut dire qu'il est hyper génial. Et puis s'il était en plus autiste Asperger, alors là c'est... Là, il arrive même à changer le climat. Voilà. Oui. Donc là aussi, les parents sont dans des idées débiles où ils veulent à tout prix que leurs enfants soient différents et seront déjà des mutants. Or, c'est pas ça non plus. Non. C'est que les mutations peuvent se produire à un niveau localisé. Par exemple, Néandertal, la population de Néandertal n'a jamais été très nombreuse. C'était quelques milliers d'individus. Ils étaient très différents de Homo sapiens, ce qui fait que on les reconnaît facilement. On a pu faire des analyses génétiques comparatives des deux. C'est pas les mêmes. Pas les mêmes. Par contre, ils sont éloignés, mais ce qui fait que pas quand même à un point tel que la plupart des hybridations ne devaient pas être fécondes, mais ça a produit quelques hybrides féconds, pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a des gènes de Néandertal. Mais c'est là qui est intéressant à observer, là où il n'y a pas eu de Néandertal, il n'y a pas eu d'hybridation. Non. Donc en Afrique, ils n'ont pas de gènes de Néandertal. D'accord. Par contre, tous les Européens ont des gènes de Néandertal. Et plus en Asie, par exemple les Tibétains, on sait que notamment, et les Asiatiques, ils ont des gènes de Denisova. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va se produire globalement. C'est-à-dire que au sein d'Homo erectus, se sont produites des mutations qui ont donné naissance d'une part à Homo sapiens, d'autre part à Homo néandertal. Voilà. Donc c'est pas toute la population de la Terre, tous les nouveaux enfants qui seront des mutants. Alors il y aura peut-être des tas d'essais de mutation. C'est-à-dire peut-être apparaîtront beaucoup d'enfants qui seront différents des enfants d'avant, et peut-être qu'on diagnostiquera ça comme des maladies. Mais peut-être c'est pas des maladies, c'est des mutations, des tentatives évolutives. D'accord. Mais certaines on les explorera, d'autres on les explorera pas. Et puis voilà, et puis après on verra bien. On verra bien. Pour revenir à l'analogie de tout à l'heure, à la même époque, ou un peu avant, quand Sax a inventé le saxophone, il y a d'autres instruments qui ont été inventés.
Par exemple, il y a un instrument qui s'appelait l'ophicléide. L'ophicléide, c'était une espèce, ça avait comme un corps de gros saxophone avec un clétage qui ressemblait au saxophone, mais au lieu d'avoir un bec avec une hanche, ça avait une embouchure comme celle d'une trompette. Plus personne aujourd'hui connaît l'ophicléide. Non. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, le saxophone, tout le monde connaît. Oui. Et ça a un succès. Voilà, donc, il pourrait apparaître des homos sans issue. Oui. Et des homos avec issue qui donneront la possibilité d'explorer des possibilités nouvelles pendant encore des milliers d'années. Par exemple, une idée d'une possibilité nouvelle, pas pour homoconscience, mais ce qui s'est produit dans le passé, parce que c'est plus facile à voir. Si on compare, on va dire, nos cousins les plus proches, les chimpanzés et les bonobos, des êtres humains, on a des possibilités qui ne leur sont pas permises. Les chimpanzés, ils ont 4 mains. On a 2 pieds et 2 mains. Un chimpanzé, il peut pas faire 1000 km. Non. Les chimpanzés, ils n'ont pas envahi la planète comme Homo sapiens a envahi la planète. C'est pas pour dire que c'est bien d'envahir la planète, la question est pas là. Non. C'est que on s'ouvre des possibilités nouvelles. Homo sapiens, il a pu habiter, il a pu faire les Inuits, il a pu faire les Africains qui vivent dans les déserts, il a pu faire les Touaregs, il a pu faire nous qui vivons la forêt amazonienne. Voilà. Et les chimpanzés, non. Ça veut dire que les chimpanzés, la forêt où ils habitent se modifie, ils disparaissent. Nous, on se déplace. Nous, on se déplace, où on s'adapte. Par exemple, un exemple d'adaptation, c'est l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Et l'adaptation, ça veut dire quoi dans ce cas-là? Ça veut dire la capacité de mieux digérer l'amidon. Donc on a des gènes par rapport aux ancêtres très lointains et aux animaux proches. On a une meilleure capacité de digérer l'amidon et le lait. Par exemple, une des différences entre les chiens et les loups, c'est que les chiens ont acquis aussi, à force de fréquenter l'homme, la capacité de mieux digérer l'amidon. C'est pour ça qu'on peut leur donner des restes de notre bouffe. Contrairement au chat, où on est obligé de leur donner des aliments très protéinés qui sont plus proches des aliments carnés. Et l'espèce humaine, une partie, parce que c'est pas généralisé, a acquis la capacité à digérer le lactose une fois adulte. Parce qu'on l'a tous évidemment quand on est bébé, mais on la perd quand on devient plus grand. Or, une partie des adultes a acquis la capacité de digérer le lactose et qui s'est propagée dans la population. Voilà, donc voilà, l'important donc c'est pas de penser résoudre des problèmes, l'important c'est de penser, imaginer un véhicule aux expériences qu'on pourrait vivre. En fait, c'est un formidable cri d'espoir ton livre pour une humanité transcendée quelque part. Ah ben oui. Sauf que c'est pas un cri. Non, pour moi, c'est pas un cri, c'est juste. Oui, un élan. Voilà, c'est un élan. C'est-à-dire que en disant ça, c'est un cri parce que un cri, on l'associe à un cri de désespoir par rapport à la situation présente. Non, moi je réagis pas à la situation présente. C'est-à-dire que ce que je rêve là, j'aurais pu le rêver il y a 10 000 ans, ou je pourrais le rêver, je le rêverais pareil dans 100 000 ans, quand des tas d'étapes auront été franchies, qu'après Homo conscience, il y aura eu encore 3 espèces. C'est un processus d'expansion continuelle. C'est-à-dire que si tu vois la différence entre comment dire, quand il y a 20 ans d'espérance de vie et que tu es obligé de travailler pour ta survie, comment dire, la qualité des expériences que tu peux vivre est plus limitée que si tu vis 80 ans, que t'as pas, comment dire, que tu peux développer des sentiments, une subtilité de sentiments, de perception.
Pour prendre un simple exemple, quand on est très jeune, en tout cas c'était mon cas, j'étais pas très dans mon corps. J'ai vu des enfants, ils sont pas vraiment dans leur corps. C'est-à-dire que j'ai vu des enfants, ils ont beaucoup de mal à sentir même quand ils ont envie de faire pipi. Tu les vois qui s'agitent là, et tu lui dis mais toi tu leur dis t'as pas envie de faire pipi là? Ah ben si, c'est vrai. Voilà. Il y a une alors il y a certains qui ont une connexion très profonde avec leur corps. Hein. Il y en a qui jouent du piano à 3 ans, qui sont des athlètes accomplis. Mais il y en a beaucoup qui ont une connexion encore très lointaine. Et il faut des années pour établir une connexion profonde avec son corps et qui devient de plus en plus subtile. C'est pour ça que quand on est vieux aussi, on a mal un peu partout. J'ai mal aux doigts parce qu'on a une sensibilité qui s'est développée. C'est pas qu'on n'avait pas mal aux doigts. Oui, on le sent davantage. On le sent davantage, oui. De la même manière que on va sentir davantage, par exemple, les subtilités d'une musique. Parce que quand tu auras travaillé des années un instrument de musique, tu vas plus être simplement dans une mélodie. Donc, dans la même idée, imaginer un homme futur, c'est pas se dire oh, je vais courir le 100 mètres en 9 secondes, ou se dire je vais calculer les nombres premiers de tête. Avec une puce dans le cerveau, ça peut se faire. Voilà. Donc c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'est-ce que j'aurais envie de développer qui ferait que mon expérience terrestre serait beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissante. Voilà. Ça veut pas dire qu'elle serait sans problème. Non, non. On a le droit de tomber malade, on a le droit de tomber et de se casser une jambe, on a tous les droits d'expérimenter. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter qui rendrait notre vie plus riche, plus intense, plus agréable? Qu'est-ce qu'on aurait envie de vivre, mais à un niveau qui dépasse notre capacité d'imagination actuelle qu'on limite. Donc, une idée fondamentale, c'est de développer cette capacité imaginative. Si on la développe pas, à ce moment-là, on deviendra juste un petit prolongement d'Homo sapiens. Et puis voilà, il y aura pas de Coltrane et de Charlie Parker qui se serviront du saxophone. On leur foutra un ophicléide dans les mains et ils diront qu'est-ce que c'est ce truc, j'arriverai à en sortir et ça finira à la casse. Voilà. Eh bien, Vaé, cet entraînement était très intéressant, donc ce que je te propose, c'est qu'on commence l'interview là maintenant. Voilà, ça c'était la répétition.